Cette vidéo est basée sur des faits réels. Le Trooper a récemment sorti une vidéo où il tente d'expliquer pourquoi le réalisme en art et plus précisément au cinéma est un mensonge. Un sujet intéressant qui anime encore beaucoup de discussions sur l'esthétique d'un film et sur les intentions d'un ou d'une cinéaste. Mais je trouve sa vidéo très bancale et il passe pour moi à côté de plein de thématiques en raison d'un manque de connaissances, je pense, sur la question. Même si je note que son intérêt pour cette problématique relève d'une curiosité que j'ai tendance à soutenir, il confond beaucoup de termes et s'enfonce pas mal dans son argumentaire. Alors prenons sa vidéo pour essayer de mieux développer et pourquoi je trouve qu'elle est assez mauvaise. Évidemment, n'allez pas le bâcher sous sa vidéo après coup, le but est d'analyser ses propos, mais je n'ai aucun souci avec le monsieur en tant que tel. Vous êtes en train de regarder une œuvre audiovisuelle quand soudain un membre de l'audience se lève et exprime sa colère. « Ce n'est pas réaliste », dit-il. Ce héros des temps modernes vient de dévoiler la mascarade. Et tout le monde peut se réjouir et affirmer en chœur que c'est un mauvais film que vous regardiez. Parce que tout le monde sait que réalisme égale bien. En tout cas, c'est ce que croient beaucoup de gens. L'introduction commence déjà par un homme de paille. Je ne connais pas grand monde qui affirme que si le film n'est pas réaliste, alors il n'est pas bon. Mais passons, on y reviendra. Mais le mot réalisme semble déjà être mal utilisé, car dans son exemple, on a plus l'impression qu'il parle de cohérence, de crédibilité et de rapport physique qu'on aurait dans un film, comme par exemple quand on trouve qu'une cascade lors d'une séquence d'action est complètement irréaliste. Mais continuons pour mieux développer. Après tout, l'art n'a-t-il pas pour but de représenter la réalité, de capturer l'essence du monde matériel pour le représenter de la manière la plus fidèle? Et en particulier en fiction, dont l'un des principes sacrés est la suspension consentie de l'incrédulité. Comme le public accepte qu'on lui raconte une histoire, l'auteur doit tout faire pour que cette histoire soit convaincante. Ainsi, le réalisme est un objectif absolu pour tout artiste. Le réalisme est un sujet de discussion depuis de nombreuses années dans la critique cinéma et dans l'étude de l'art cinématographique. On peut le qualifier effectivement dans les premiers termes que donne le Trooper, à savoir retranscrire une réalité matérielle. Alors est-ce le but après de l'art et du cinéma? La question est encore posée. Et d'ailleurs tous les philosophes qui ont étudié la question ne sont pas forcément en accord. Mais en tout cas, beaucoup de grands cinéastes donnent lieu à un cinéma réaliste qui cherche à parler de réel au travers d'une fiction. Le documentaire cherche à s'en approcher encore plus. Certes, il adopte un point de vue subjectif du cinéaste qui le réalise, mais s'abstient de tout code fictionnel pour mettre en scène ce qu'il souhaite montrer. Mais sa subjectivité fait que le documentaire reste néanmoins aussi une sorte de fiction, puisque des choix de mise en scène orientent l'esthétique du projet. Des critiques importants de l'époque ont aussi tenté de donner une définition du réalisme et ce que cela soulevait comme problématique esthétique, comme André Bazin, que je vais pas mal citer dans cette vidéo, qui rappelait notamment que les films comme Le Cuirassé Potemkin en 1925 brillaient par son réalisme et contraient la surface plate du star system hollywoodien et l'expressionnisme allemand, un mouvement cinématographique des années 30, que le critique n'appréciait d'ailleurs pas beaucoup. Seulement, notre Trooper commence déjà à s'en mêler les pinceaux. Le terme réaliste est utilisé couramment de nos jours pour définir ce qui n'a pas de sens ou ce qui n'est juste pas crédible ou cohérent avec la réalité. Mais quand on parle de réalisme au cinéma, c'est assez différent. Le réalisme, c'est certes évoquer une réalité matérielle dans un film, mais sans obligatoirement passer par un récit ou une histoire qui va s'ancrer dans une réalité. On va développer, mais déjà le réalisme peut passer par un film qui ne cherche pas à raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin. Ce formatage cinématographique qui peut donner naissance à de grands films, mais ce n'est pas une règle intransigeante. Ces lois se sont prédéfinies suite à une standardisation globale du cinéma, mais il existe des films réalistes qui n'utilisent pas ce procédé. Si on reprend l'exemple du Cuirassé Potemkin, il retranscrit un réel sur la pauvreté, la violence et la révolution, mais avec un montage alambiqué, jamais vu à l'époque, et s'abstient de tout code scénaristique. Et surtout, c'est le mot convaincant qui me gêne, car il semble encore une fois confondre réalisme et cohérence scénaristique, crédibilité, et il le confirme d'ailleurs juste après en disant ça. Bon, sauf quand on veut raconter des histoires fantastiques, ou quand on fait de l'animation, ou des films de zombies. Mais tout ça, c'est pas du vrai art, c'est des sous-genres populaires pour ados dégénérés, du divertissement tout au plus. Non, l'art, le véritable, le pur, il est réaliste. Il raconte des choses vraies, avec des vrais gens. L'art, c'est le drame, le film de guerre, le biopic. Alors là, on va rentrer dans l'art parce que je trouve qu'il raconte vraiment n'importe quoi, au travers encore d'un homme de paille, qui relève d'ailleurs d'un certain mépris de sa part. Personne ne dit que ces genres-là sont du sous-genre populaire débile qui ne valent pas le réalisme au cinéma. Tout simplement parce qu'un film fantastique, un film d'animation ou un film de zombies, ça peut être totalement réaliste. Et c'est là où sa définition du mot est erronée ou très confuse. Le réalisme n'a pas forcément à être réel ou pied à terre pour exister dans un film. À partir du moment où le réalisme est une modalité de mise en scène qui cherche à comprendre le réel, ou en tout cas à l'utiliser pour faire un film, pourquoi ces genres-là ne seraient pas réalistes? De très grands cinéastes fantastiques ou de science-fiction ont utilisé ce genre pour par exemple essayer de questionner notre
notre rapport au corps, les maladies intérieures, ou les questionnements réels qu'on peut se poser sur ce qui se passe dans une société ou plus globalement dans le monde. David Cronenberg par exemple est un réalisateur que j'aime beaucoup pour ces raisons-là, car son côté gore et fantastique de ses films souligne un rapport qu'il entretient avec le mal-être du corps, sa transformation, ses questionnements sur l'identité, mais aussi sur la dépendance à la drogue par exemple, qui sont des choses qui sont totalement ancrées dans le réel. Seulement, Cronenberg image ces questionnements dans un film et les représente dans un genre qui est de l'ordre du fantastique et de l'horreur. Quant aux films de zombies, bon c'est franchement aberrant de dire ça. Tout le cinéma de George Romero des années 60 aux années 70 met en scène des zombies mais adopte un sous-texte politique évident sur le racisme et le mal-être en société, qui sont aussi des conditionnements de l'ordre du réel. Et récemment, François Bégodeau en avait parlé dans son podcast, mais Le règne animal en est plutôt un bon exemple. Il est certes fantastique, mais questionne le rapport au corps à travers celui d'un adolescent, et surtout, il est question d'une peur basée sur quelque chose qu'on n'arrive pas à bien cerner. Le parallèle avec le réchauffement climatique est effectivement assez évident. Et j'ai beau ne pas avoir aimé le film, le réalisateur Thomas Caillet a eu l'idée maligne de traiter de quelque chose qui est en train de se produire, qui fait peur car très incertain, dans une histoire fantastique, mais le film n'en reste pas moins réaliste car il retranscrit des questionnements et des situations réelles. En fait, le trop-peur semble en fait confondre le réalisme et le naturalisme, mais on va y revenir un peu plus tard. En tout cas, le réalisme ne se définit pas uniquement par son rapport à la réalité, et sa crédibilité vis-à-vis de celle-ci. Nous par exemple sur le biopic, le film biographique. De par son principe, le fait qu'il est inspiré de faits réels autour de la vie d'un individu véritable, il doit se plier à une certaine discipline concernant le réalisme. Dans Oppenheimer, on peut pas avoir un alien à deux cœurs qui débarque en plein milieu pour expliquer aux scientifiques que c'est pas bien de créer l'arme atomique. Et pourquoi pas? Il y a des biopics qui s'affranchissent justement d'un certain formatage hollywoodien pour essayer de capter l'intérieur ou la sensibilité du personnage qu'ils sont en train de mettre en scène. Jackie par exemple de Pablo Larraín ne va pas chercher à conter l'histoire point par point de la femme du président Kennedy, mais bien son rapport à sa situation lors de l'assassinat de son mari. Et il ne va pas forcément passer par une histoire avec un début, un milieu et une fin, avec une origin story, etc. Il va plutôt adapter ça sous forme de chaos dans la temporalité du récit, avec une sobriété que moi je trouve très élégante. Mais de manière bien plus vulgaire par exemple, le film Blonde choisit aussi une mise en scène très différente. Je pense que si on donnait Oppenheimer à David Cronenberg, il n'aurait pas hésité à peut-être représenter la sensation du personnage à se transformer en monstre créateur de machines exterminatrices par des effets fantastiques ou un mal-être intérieur représenté par une bestiole, pourquoi pas? C'est ça l'art, c'est se permettre tout même quand on met en scène un biopic. Et le principe même doit justement écarter toute forme de réel pour éviter de tomber dans l'édulcoration du personnage comme ça peut être le cas dans beaucoup de biopics hollywoodiens, ce qui rend les films assez plats, nuls, mous et vus 1000 fois, comme Bohemian Rhapsody ou encore Elvis. André Bazin disait notamment ceci: le réel, comme l'imaginaire, n'appartient en art qu'au seul artiste. La chair et le sang de la réalité ne sont pas plus aisés à retenir dans les filets de la littérature ou du cinéma que dans les fantaisies les plus gratuites de l'imagination. Cette phrase s'adresse très bien aussi aux artistes souhaitant traiter d'un biopic. L'artiste a son propre point de vue sur le réel et sur le passé d'un personnage, tout comme son imaginaire qui permet de mettre en scène. À partir de là, absolument tout est possible. Il n'y a pas de réalisme obligatoire, ou du moins il pourrait rester réaliste, sans pour autant se forcer à rester fidèle à l'histoire avec un grand H. Alors, le trop-peur précise plus tard que le biopic peut effectivement s'éloigner du réalisme, mais sans jamais trop développer malheureusement. Alors que c'est là que c'est le plus intéressant. En fait, tout ça, ce sont des accords tacites basés sur notre compréhension du genre. Le film d'action est très généralement un divertissement avant tout. Il peut choisir d'être réaliste, mais ce n'est pas obligatoire. Tandis que le film de guerre est généralement un film historique, qui se doit de respecter une fidélité aux événements et à la logique de notre monde. Même si tous les personnages sont fictifs, pour éviter des problèmes avec les vraies personnes qui ont participé à la guerre qui est traitée, on les traite comme si elles étaient de vraies personnes. Et donc, on doit les représenter de façon réaliste. Ici, le trop-peur adopte une position morale sur le principe du film de guerre. Un principe qui va jusqu'à très souvent se poser la question suivante: est-ce que, de base, réaliser un film de guerre, par exemple sur les tranchées, ne relève pas d'une forme de voyeurisme malsain en esthétisant l'horreur? Alors j'ai pas spécialement la réponse à cette question, mais la remarque du trop-peur soulève des points intéressants car de manière générale, les films de guerre américains esthétisent beaucoup la guerre, pour s'ériger en héros ou pour tenter des expériences techniques qui créaient pour moi une fadeur esthétique au film. C'est la raison par exemple pour laquelle je n'aime pas trop le film 1917, qui pour le coup est un film que je ne trouve pas réaliste alors que le réalisateur le pense. Tout simplement car il ne cherche pas vraiment à retranscrire ou à parler d'une réalité, mais juste de faire un exercice de style impressionnant en choisissant de faire un faux plan séquence. Le résultat fait qu'on est certes assez bluffé par la synchronisation et le travail que ça a dû demander, mais on passe complètement à côté de ce que devrait représenter le film, car la guerre reste finalement montrée très platement
et dans un objectif spectaculaire, donc loin de tout réalisme. Je reprécise que ce n'est pas parce que ce n'est pas crédible, c'est parce qu'il ne cherche pas à essayer de montrer une illusion du réel. Mais après, ce n'est pas forcément contraire à la qualité d'un film, hein. Certains blockbusters s'abstiennent aussi de tout réalisme, mais offrent une vraie expérience cinématographique, où les progrès techniques par exemple parviennent à s'oublier pour donner l'illusion au spectateur et lui faire vivre des moments divertissants. Le réalisme n'est pas forcément une finalité et on ne souhaite pas que tous les films le soient. Pour revenir sur la guerre, c'est donc la tendance de beaucoup de films américains de caricaturer leurs personnages et de s'éloigner du réalisme pour souvent appuyer sur un roman national. Mais par exemple, Clint Eastwood s'est pas mal servi du style pour livrer des films plus réalistes sur la guerre et sur le syndrome post-traumatique que cela soulève, en déconstruisant justement le principe du héros et de la légende, comme dans Mémoire de guerre, Lettres d'Iwo Jima ou encore American Sniper. Dans ces films, Clint Eastwood, et d'ailleurs même dans l'ensemble de sa filmographie, s'abstient de toute artificialité impressionnante ou technique pour se rapprocher du réel. Mais évidemment, ce réel lui appartient, ce qui fait que c'est déjà une illusion d'une réalité concrète. C'est tout le paradoxe intéressant du cinéma et de l'image, mais sa vocation, en tout cas à Eastwood, est de douter et de remettre en question des sujets réels sur la condition de héros aux États-Unis. André Bazin disait notamment ceci concernant le réalisme. Si le cuirassé Potemkin a pu bouleverser le cinéma, ce n'est pas seulement à cause de son message politique, pas même parce qu'il remplaçait le staff des studios par les décors réels et la star par la foule anonyme, mais parce que la Russie était le centre de la pensée cinématographique. En un mot, parce que les films réalistes qu'elle produisait recelaient plus de science esthétique que les décors, les éclairages, et l'interprétation des œuvres les plus artificielles de l'expressionnisme allemand. C'est là qu'est aussi la grande division sur le sujet. Le divertissement n'a pas à être réaliste, mais l'art, le vrai, le pur, lui, oui. On peut pas nier qu'il y a une grande dose d'élitisme culturel dans ce débat. Le réalisme, c'est une façon de diviser entre ce qui est perçu comme inconséquent voire abrutissant et ce qui élève l'esprit et est digne de récompense. Existe-t-il plus grande aspiration pour l'art que d'être indissociable de la réalité? Là encore, le tropeur confond un peu tout. L'idée d'un artiste, ou même d'un cinéphile, n'est pas de créer une rupture dichotomique entre les films réalistes et les autres que l'on considérait comme abrutissants. L'idée est surtout de critiquer le formatage cinématographique qui ne cesse de s'extrémiser depuis plusieurs années et qui a pour but de conformer le spectateur dans une logique préconçue du cinéma, à savoir qu'il est fait pour être du grand spectacle, mais à l'américaine. Pour autant, on peut être fan de films à grand spectacle qui proposent justement quelque chose de cinématographiquement intéressant. On ne critique pas par exemple les films Marvel par élitisme culturel, mais justement parce que ça fait mal à la culture et à un tas d'autres films qui cherchent à faire différemment. Ce sont souvent les raisons pour lesquelles le mépris se retrouve très souvent du côté des fans de ce genre de cinéma, qui utilisent souvent le cliché du cinéphile qui bande sur des films hongrois en noir et blanc. Ça, c'est de l'élitisme pour le coup, hein. Ou qui ont du mal à rester concentrés sur un film qui ne va pas les stimuler. Il est là le conflit. On ne juge pas ceux qui vont aller voir ce genre de film, on critique le système qui permet à ces films de s'accroître, de dominer les écrans, et par conséquent de standardiser un mode de production qui serait celui logique pour le cinéma et la grande salle. Par ailleurs, ce mépris se retrouve aussi du côté indien par exemple, où leurs blockbusters sont souvent moqués et méprisés. On a beaucoup parlé de RRR par exemple l'année dernière, car c'est un blockbuster indien complètement délirant, mais qui déborde d'idées dans sa mise en scène, ce qui en fait un blockbuster bien plus jouissif que 95% des plus grosses productions américaines qui s'ancrent dans un planning mercantile et financier. Quant aux films qui élèvent l'esprit, bon je vois pas trop le problème avec ça, et pour le coup il y a des films géniaux qui ne cherchent pas vraiment à t'élever l'esprit. Ils peuvent te faire prendre conscience d'un contexte politique par exemple, mais bien aussi à te faire rire. Le cinéma de Quentin Dupieux par exemple, il a déjà expliqué pas mal de fois en interview que la réalité ne l'intéressait pas, que c'était chiant à filmer. Pour autant, ces films ont une forme de réalisme dans la mesure où certains dressent des questionnements sociaux et sociétaux, comme ce fut le cas par exemple pour Yannick. Mais ces films sont globalement très appréciés, que ce soit par des cinéphiles élitistes ou par des cinéphiles occasionnels, parce que c'est de la comédie certes, donc c'est un peu plus facile d'accès, mais ces films ont aussi une subjectivité singulière, propre à son cinéaste. Mais ça justement, c'est le sujet de la seconde partie de sa vidéo. La réalité n'est pas écrite. Elle n'a pas pour objectif de raconter une histoire. Il n'y a pas un scénariste de la réalité. Vous remarquerez qu'à cause de ça, la réalité est confuse. Il y a trop de personnages, les enjeux sont pas clairs, parce qu'en plus la réalité ne peut pas couper les scènes au montage, il n'y a jamais de musique triste pendant les moments tristes, et les acteurs sont franchement pas toujours convaincants. Vous l'aurez compris, ce que j'essaye d'illustrer, c'est que par le simple fait d'utiliser un médium d'expression avec ses codes et ses limites, on ne peut pas recréer la réalité à une échelle 1 pour 1. Parce que le réalisme, c'est l'illusion de la réalité. J'insiste sur illusion. Alors, ces exemples sont un peu confus, mais dans le fond, oui, je suis d'accord avec lui. Et je pense que personne ne prétend le contraire. À partir du moment où l'on passe par le prisme de l'art, du cinéma et de ses codes, ce qu'on voit ne relève pas de la réalité. Je recite André Bazin là-dessus. Toute esthétique choisit forcément entre ce qui vaut d'être sauvé, perdu ou refusé,
Mais quand elle se propose essentiellement, comme le fait le cinéma, de créer l'illusion du réel, ce choix constitue sa contradiction fondamentale, à la fois inacceptable et nécessaire. Nécessaire puisque l'art n'existe que par ce choix. Sans lui, à supposer que le cinéma total fût dès d'aujourd'hui techniquement possible, nous retournerions purement et simplement à la réalité. Inacceptable puisqu'il se fait en définitive aux dépens de cette réalité que le cinéma se propose de restituer intégralement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, à la fin des années 50, début des années 60, André Bazin soutenait les progrès techniques, car ces progrès permettaient de mieux saisir le réel, donc la fin du muet, l'arrivée du son, caméra plus légère donc plus portable, arrivée des couleurs, et que par extension, le cinéma n'allait cesser de se rapprocher du réel. Ironique quand on voit ce que les progrès techniques, aujourd'hui réservés aux plus grosses productions, génèrent comme catalogue fade de films. Donc bref, Bazin a tout dit, et en ça je suis d'accord avec le Tropper. Mais son exemple pour illustrer ça est complètement hors sujet pour moi. Parce que le réalisme, c'est l'illusion de la réalité. J'insiste sur illusion. Même quand on fait de la télé-réalité, il y a du montage, il y a de la musique, il y a des partis pris narratifs qui décident ce qu'on montre et comment on le montre. Parce que la réalité, en elle-même, c'est chiant. Et c'est normal, elle est pas faite pour nous divertir ou nous émerveiller. Elle est. C'est tout. C'est à travers le regard de l'artiste que la réalité devient l'art. Un coucher de soleil n'est beau que si quelqu'un est là pour le regarder. Et pétez pas un plomb parce que je compare l'art et la télé-réalité. Je sais que pour beaucoup le mot est sacré, mais moi je m'en bats les couilles et je vous assure que la télé-réalité c'est un art. Un art de merde de mon point de vue parce qu'il n'exprime rien de sincère. Mais un art quand même, il y a une vision derrière qui est accomplie avec une technique. L'objectif de la télé-réalité n'est pas artistique, mais la technique l'est. Mais surtout, si je trouve ça si nul, c'est parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. Bon, souvent c'est complètement faux, mais il n'empêche qu'on a généralement des vrais gens qui parlent comme parlent les vrais gens, ont conscience d'être filmés et vivent, plus ou moins, de vraies choses. Et c'est terriblement nul, je trouve. Aïe 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 aïe, on comprend mieux pourquoi le réalisme ne l'intéresse pas tant que ça quand on voit comment il le définit. Déjà, le Tropper, non, la télé-réalité n'est pas de l'art, et je ne dis pas ça par pédantisme parce que je trouve le mot sacré, c'est juste qu'il n'y a rien qui puisse relier la télé-réalité au concept d'art. Il n'y a pas d'artiste à l'œuvre devant le montage d'une télé-réalité, c'est un produit préfabriqué contrôlé par une chaîne télé qui ne cherche pas à véhiculer quelque chose qui est de l'ordre de l'art. Puis surtout tu parles de réalité, mais il y a souvent pas mal d'intrigues dans ce genre d'émission, justement pour éviter que le spectateur se fasse chier. Et ce n'est pas parce que ce montage relève d'une subjectivité que c'est de l'art pour autant. C'est de l'artisanat si tu veux préfabriqué, mais pas de l'art car il n'y a aucune vocation esthétique. Sinon à ce stade, autant dire que les émissions télé sont de l'art car il y a un régisseur derrière qui manipule les boutons de la caméra en direct. Ensuite, c'est ta vision de voir la réalité qui me gêne et qui en dit beaucoup. Utiliser le concept de télé-réalité pour justifier le fait qu'un film essayant de s'en rapprocher le plus du réel, c'est chiant, c'est justement ton angle mort sur le principe du réalisme et surtout de l'esthétique. Alors, difficile de vous faire un cours sur ce mot tant il est discuté et débattu depuis des siècles, mais l'esthétique est ce qui se rapproche des perceptions sensorielles véhiculées par une œuvre. Très souvent la beauté de ce qu'on voit, de ce qu'on lit et de ce qu'on écoute. Or, le concept de beau est discuté depuis des années. Kant, par exemple, explique que le beau dans l'art n'est pas forcément lié à l'agréable. Et c'est vrai que dans les films, on peut trouver des scènes magnifiques, mais qui sont soit extrêmement tristes, soit vraiment horribles. Et puis, l'esthétique n'est pas universelle d'ailleurs, puisque ces perceptions sensorielles sont aussi propres à l'endroit dans lequel on se trouve. Il y a l'esthétique orientale, il y a l'esthétique occidentale, africaine, qui ont des origines assez différentes de ce que représente l'art. Mais cette esthétique discutée ne prend pas en considération les principes commerciaux et mercantiles pour attirer l'œil. Car ces principes certes soulèvent des émotions au spectateur, mais pas au travers d'une œuvre personnelle propre à un artiste, au travers d'un principe publicitaire. Donc oui, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre, puisqu'il reste un concept discuté, mais pourquoi représenter la réalité la plus concrètement possible serait forcément chiant dans un film? Pourquoi beaucoup de gens aiment tant par exemple le cinéma du réalisateur Hong Sang-soo? Ça serait juste pour faire les malins? Bah non. Moi je ressens beaucoup de choses devant le cinéma de Hong Sang-soo, il me touche beaucoup. Et pourtant, beaucoup de ses films montrent des scènes très banales et quotidiennes. Mais en faisant ça, non seulement il adopte un réalisme sur les conditions sociales et matérielles de ses personnages, mais aussi leur spiritualité, leurs relations, mais ça crée surtout une intimité entre eux et les spectateurs. Leurs dialogues sont vécus avec nous, leurs histoires, leurs amours, leurs amitiés, leurs familles, leurs problèmes, leurs questionnements. Pourtant, Hong Sang-soo fait vraiment le strict minimum techniquement pour mettre en scène, et c'est juste très touchant parce qu'il y a un artiste derrière, une subjectivité propre qui lui fait par exemple montrer aussi des échappées de pensée aux personnages, comme c'est le cas dans son magnifique Yourself and Yours, où le désir du mec de retrouver sa copine se joue dans des situations que le type imagine. D'accord, ok.
없어 없어. 가자. Dans Juste sous vos yeux, la moitié du film se passe dans un resto entre un cinéaste fauché et une actrice malade. Leur relation va faire naître une fascination et un amour envers l'un et l'autre, et le fait de filmer ça avec une grande simplicité, laissant les malaises, la montée de l'alcool, c'est juste très beau. En partie car ça ne relève d'aucun artifice. Le problème de base avec toi le troppeur, c'est que je pense que tu n'aimes pas les films qui adopteraient un réalisme qui serait naturaliste. Alors encore un concept qui est assez discuté, selon Gilles Deleuze qui a beaucoup théorisé sur le cinéma, le naturalisme relève de ce qu'il appelle des images pulsions. En gros, le cinéma naturalisé va chercher dans ce qu'il y a de plus cru dans les ressentis, comme la faim, la tristesse, la mélancolie, la joie. Le naturalisme ne profiterait pas des effets de montage par exemple pour susciter ces émotions, mais bien dans l'image filmée elle-même de la façon la plus crue qu'il soit. Ce qui fait qu'il chercherait à restituer mimétiquement et le plus possible la réalité. Alors comme on l'a vu, ce n'est pas forcément l'objectif du réalisme qui va réellement jouer avec les codes et genres cinématographiques pour essayer de retranscrire quelque chose de l'ordre du réel, mais sans forcément chercher à le mimer, puisqu'il va chercher aussi dans le biopic, le fantastique, la science-fiction. Mais par conséquent, le naturalisme utilise l'objet cinématographique dans sa plus grande pureté, ce qui montre paradoxalement une impureté, puisque le naturel n'est pas forcément beau et parfait. Le cinéaste Robert Bresson par exemple est un grand réalisateur naturaliste. Son objectif en réalisant ses films était toujours de retirer le plus possible toutes les influences des autres arts pour capter l'essence même de l'objet cinématographique. Alors, je suis d'accord que ce genre de cinéma n'est pas forcément pour tout le monde, mais le rapport à l'esthétique est intéressant de ce point de vue-là, car il met en question plus profondément le principe même du plan et de sa subjectivité. Pourquoi un visage ou même une maison, une église me transmettent des émotions différentes quand je les vois au travers d'un film, plutôt que dans la réalité ? Vaste sujet, hein. Mais comme le souligne Deleuze, ces images pulsions permettent paradoxalement de créer une sorte de spiritualité dans l'image, puisque sa neutralité et sa simplicité font naître quelque chose de l'ordre de l'irrationnel. Quelques films de Bresson dégagent cette atmosphère, notamment dans son adaptation du livre de Georges Bernanos, Journal d'un curé de campagne, où un curé remet en doute sa foi et sa fidélité à Dieu liée à sa maladie. Aucun artifice de mise en scène, mais pourtant la spiritualité est bien présente tout le film. Dans un autre style, le réalisme poétique, mouvement cinématographique français des années 30 à 50, peut être considéré comme un cinéma naturaliste. Car comme le dit assez finement une étude sur le travail de Gilles Deleuze, le mouvement exprime bien la nature duelle d'un mode de représentation qui emprunte des éléments à la réalité pour développer ce que Pierre Mac Orlan, l'auteur de Quai des Brumes, et l'un des inspirateurs littéraires du genre, a qualifié de fantastique social. Alors même si je pense qu'on s'éloigne quand même un peu de la définition de Deleuze, et que je suis pas forcément d'accord, j'aime beaucoup le terme de fantastique social. C'est vraiment ce qui ressort un peu du côté très cru du réalisme poétique, des conditions des personnages, tout en les magnifiant dans leur dialogue, leur désarroi et leur misère. Et là-dessus, l'étude parle aussi du réalisateur finlandais Harri Kaurismäki, et je trouve effectivement que c'est un fidèle descendant du réalisme poétique. Puis comme ça me donne l'occasion de vous parler de lui car je trouve que c'est un très très grand cinéaste. Son dernier film, Les Feuilles Mortes, sûrement pour moi l'un des plus beaux films de l'année, opte complètement pour ce style. Dans ses cadres millimétrés, ses couleurs un peu froides et chaudes, ses musiques très mélancoliques, se dresse aussi une réalité plus dure. Le travail, la misère, l'insécurité la nuit, les poubelles et décharges, les conditions matérielles de ses personnages, les bars dansants d'une profonde tristesse, les lits sales, et puis surtout l'autodestruction par l'alcool. Mais cette solitude distinguée apporte aussi un humour discret et un amour sincère entre les deux personnages. L'amour qui pourrait les sauver y apparaît comme un miracle acquis après un parcours toujours difficile et dont l'avenir est très précaire. Gilles Deleuze va souvent plus loin, notamment en analysant aussi la filmographie de Yasujiro Ozu, immense cinéaste japonais, qu'il place dans une catégorie néo-réaliste. À savoir qu'il trouve que le cinéaste arrive à rendre visible et sonore le temps et la pensée. Et je suis assez d'accord avec lui, regardez les films de Ozu. Bon bref, ça fait déjà trop longtemps que je parle, mais tout ça pour dire que même si le réalisme et le naturalisme peuvent se ressembler et se coller, les concepts restent assez différents. Et le cinéma de Hong Sang-soo pourrait très bien se relever comme du cinéma naturaliste. Mais elle est là ton impasse esthétique, le troppeur. Non, filmer l'illusion du réel peut ne pas être chiant du tout. Mais c'est sûr que si tu prends l'exemple de la télé-réalité, ben ouais. Je vais donner ma définition ici parce que je la trouve pertinente dans une vidéo où je parle du rôle du réalisme dans l'art. Bon, déjà, je fais la différence entre les arts et l'art. Les arts, c'est la pratique, la technique. Ce qui fait que je dis que même la télé-réalité, c'est un art. Il y a une technique nécessaire derrière. Il faut apprendre à le faire.
mais je trouve pas que c'est de l'art. Un peu confus de revenir là-dessus, et du coup je comprends pas trop pourquoi tu as pris cet exemple pour parler de réalité dans les films, mais soit. Pour moi, l'art, c'est la vérité de quelqu'un. Je parle pas de la vérité dans son grand sens philosophique, juste la vérité de quelqu'un sur un sujet à un moment dans sa vie. Ce que cet individu a à dire sur la vie, le monde, l'amour, la guerre, la politique, la nourriture, le sexe, les voitures, le jeu vidéo Final Fantasy VII. C'est l'expression de quelque chose de profondément humain qui généralement évolue avec le temps. C'est pour ça que j'adore découvrir toute la filmographie d'un réalisateur ou toute la discographie d'un musicien, parce que ça me permet de voir ses vérités, ça me permet d'avoir une connexion avec ce que cette personne essaye d'exprimer. Eh bien oui, je suis d'accord, et c'est pour ça que quand on défend cette position pour le cinéma, on va automatiquement combattre les produits qui ne dépendent pas vraiment d'artistes, mais de faiseurs à la solde de gros studios. Car la vocation esthétique est relativement très faible et s'ancre dans un procédé qui formate toujours plus le cinéma. On peut très bien aller voir un film divertissant ou un film débile qui est bourré d'idées de cinéma et qui relève de la volonté pure d'un cinéaste. C'est pour ça que quand on parle de films abrutissants, ce sont des films qui sont dirigés par des gens voulant faire boire la même soupe aux consommateurs. Et se battre contre ça ne relève pas de l'élitisme, c'est même plutôt l'inverse, et j'en avais parlé plus précisément dans cette vidéo si ça vous intéresse. D'ailleurs, le Tropper lui-même fait cette distinction, donc encore une fois je comprends pas trop cette parenthèse sur la télé-réalité. Et en fait, sa confusion entre l'artisanat et l'artiste me gonfle un peu. On peut être un excellent artisan sans être artiste, c'est pas vraiment la même chose, mais bon, je pinaille. Juste des petits points intéressants tirés des pages La réalité est irréaliste et Sapin de Noël en aluminium. Attention, on va commencer par une démonstration. Les épées ne font pas un bruit métallique quand on les dégaine d'un fourreau. Parce qu'on fait pas de fourreau en métal, ce serait trop lourd. Donc les fourreaux sont en bois ou en cuir, ce qui fait ce bruit. Mais on est tellement habitué à entendre ces bruitages que quand ils ne sont pas là, on a l'impression que l'épée est fausse. Pas entendre le tranchant d'une arme. On appelle ça l'effet noix de coco, qui vient de la tradition de frapper deux moitiés de noix de coco pour faire le son d'un cheval au trot. C'était tellement courant en fiction radiophonique et au cinéma qu'un vrai son de cheval au trot semblait faux en comparaison. Bon là je trouve qu'il s'enfonce un peu et que c'est plus très intéressant. On s'en fout de savoir dans une œuvre si un bruit est réaliste ou pas, puisque c'est l'œuvre en tant que telle qui nous intéresse, qu'elle soit réaliste ou non. Et encore une fois, il confond réalisme et crédibilité. D'ailleurs, la beauté de ces bruitages relève aussi de l'art du cinéma depuis l'arrivée du son. Une chose d'ailleurs que met très bien en scène Martin Scorsese dans son dernier film, Killers of the Flower Moon, avec sa fin racontée avec des systèmes de bruitage. C'est malin car il revient à l'essence même du trucage, et malgré le fait que l'on voit que c'est un bruitage perpétré par des humains, quelqu'un qui fait un galopement de cheval fait naître le cheval dans notre cerveau. La réalité est bien plus absurde que tout ce qu'un auteur peut imaginer. Elle est aussi souvent bien pire. Par exemple, dans la liste de Schindler, Spielberg a dû diminuer la cruauté du SS Amon-Goeth, de peur que ses véritables crimes ne le fassent passer pour un méchant caricatural. Il était si méchant que les nazis l'ont viré de son poste. Et si on considère qu'un mec peut être tellement méchant que ce serait pas réaliste, ou l'inverse, alors que c'est objectivement la réalité historique appuyée par des faits, eh ben ça raconte quelque chose d'autre sur le réalisme. C'est qu'il est fondamentalement lié à la perception subjective de la réalité. D'où le fait que la question de traiter de cet événement à Hollywood est posée. Car certains cinéastes ne souhaitent pas trop déstabiliser le spectateur, et c'est complètement le cas de Spielberg. Ça ne veut pas dire que la liste de Schindler est nulle ou que c'est un mauvais cinéaste, juste qu'il n'a pas cet objectif. Mais à l'inverse, je trouve que The Zone of Interest de Jonathan Glazer adopte une esthétique déstabilisante au possible, car il appuie justement sur un ton naturaliste et pictural dans son film. J'en parlerai plus en détail quand il sera sorti en salle en janvier, mais je pense que c'est un grand film sur le sujet. Donc une représentation réaliste doit être réadaptée pour se conformer aux attentes du public. On doit déformer la réalité pour être plus réaliste. Bon là encore c'est un peu n'importe quoi. La subjectivité d'un auteur et sa volonté de faire un film réaliste ou naturaliste ne doit pas dépendre de l'attente du public, car il est alors forcément restreint dans sa liberté de créer, et c'est la base même de ce que produit Marvel, y répondre à la demande d'un public et les gave. Si Spielberg souhaitait faire d'Amon-Goeth ce qu'il était réellement, à savoir un monstre, ça ne tient qu'à lui de le mettre en scène ou de choisir de diminuer la cruauté du personnage. Mais souvent d'ailleurs, cette monstruosité se cache derrière un comportement et un visage qui paraît au premier abord banal. C'est tout le sujet justement du film de Jonathan Glazer, qui montre la monstruosité dans sa plus grande banalité. Et esthétiquement, c'est vraiment très intéressant et très déstabilisant. La plupart des monstres dans le monde ou de psychopathes ont en général des visages assez normaux. Mais un réalisateur ne doit pas se conformer à ce qu'attend un public, car cela veut alors dire qu'il y a un objectif obligatoire de rentabilité qui le condamne à suivre des injonctions de la part de la production. Par exemple, je me filme avec une caméra là, je sais grosso modo comment elle fonctionne, mais je sais pas précisément comment elle a été assemblée, où ont été fabriquées les pièces, d'où viennent les matières premières, quelle logistique a été nécessaire pour les produire et les acheminer. Moi si, je sais. Du coup je suis plus réaliste que toi, parce que c'est
C'est une partie de mon métier en fait. Bon, je trouve sa conclusion un peu bateau, il mélange un peu tout et dérive sur les biais cognitifs qu'on a tous et qui font qu'on a parfois l'impression d'être dans le réel alors que non. C'est un sujet intéressant bien sûr et avec lequel je suis assez d'accord, mais qui n'a pas trop de lien avec le réalisme au cinéma. Donc voilà, le réalisme a effectivement de multiples facettes et il appartient au cinéaste de vouloir l'utiliser. Seulement, le réalisme ne relève pas uniquement de cohérence réelle sur des détails dans l'histoire ou d'une retranscription la plus exacte possible du réel. Il est une modalité qui permet à un cinéaste de questionner sur des sujets réels, mais tout en ayant la liberté que lui offre le cinéma pour le réaliser. Un autre exemple très souvent utilisé est celui du cinéma de John Ford et des westerns. En questionnant son rapport à l'histoire des États-Unis, en remettant en question son propre nationalisme, John Ford questionne dans ses westerns sur la condition des Amérindiens, sur la précarité des petits villages qui encensent beaucoup le roman national américain d'habitude, et cela donne des films d'une grande beauté qui ne vont pas forcément chercher à être d'une incroyable cohérence, mais pourtant sont bel et bien réalistes. Je termine cette vidéo bien trop longue par une autre citation d'André Bazin. On a substitué à la réalité initiale une illusion de réalité faite d'un complexe d'abstraction. Le noir et blanc, la surface plane de la pellicule, de conventions, les lois du montage par exemple, et de réalité authentique. C'est une illusion nécessaire, mais elle entraîne rapidement la perte de conscience de la réalité elle-même, qui s'identifie dans l'esprit du spectateur à sa représentation cinématographique. Quant au cinéaste, dès lors qu'il a obtenu cette complicité inconsciente du public, sa tentation est grande de négliger de plus en plus la réalité. L'habitude et la paresse aidant, il en vient à ne plus distinguer clairement lui-même où commencent et finissent ses mensonges. Il ne saurait être question de lui reprocher de mentir, puisque c'est le mensonge qui constitue son art, mais seulement de ne plus le dominer, d'en être sa propre dupe et d'empêcher ainsi toute conquête nouvelle sur la réalité. Et bien sûr, là-dessus, je ne prétends pas détenir la vérité sur tout ce que j'ai pu raconter, mais la confusion du troppeur amène des réflexions qui se trompent un peu dans les définitions, je trouve, et qui restent du coup très superficielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter et à me faire un petit don sur Tipeee si jamais vous avez les moyens. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!